peux y aller. Bonjour à tous encore. Bienvenue à cette présentation. Je suis ici pour vous parler de Spark, en particulier pour les développeurs Java. On va parler de l'API Java. Donc je vous présente nos furets. Donc vous connaissez peut-être lesfurets.com, c'est là où je travaille. Donc vous avez Hervé et François qui sont un peu nos personnages que vous avez peut-être vus dans les pubs télé. Et du coup, j'ai fait un petit remix en version Breaking Bad. Ça donne cette magnifique image. Donc ça me sert pour introduire la slide suivante. Donc je suis pas designer, comme vous pouvez le voir. Je suis développeur chez lesfurets.com. Je m'appelle Alexandre Dubreuil. Je travaille dans l'équipe Archi. Ça fait 3 ans que je travaille chez les Furets. Alors, 2 petits mots sur les Furets. Donc, on a été lancé en 2012. Sur lesfurets.com, vous pouvez comparer des assurances auto, assurance moto, habitation, santé et MRH. On a environ 3 millions de devis par an. Donc pour nous, un devis, c'est une comparaison d'assurance. Donc en gros, c'est une page de comparaison. Une quote ou peu importe comment vous l'appelez. Donc si vous n'avez jamais vu notre site, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est un petit bout d'une page de résultats de prix. Donc en haut, il y a des filtres, mais pour en arriver là, vous avez rempli un questionnaire entre 20 et 30, 40 questions en fonction de votre profil. Et du coup, on interroge en live les assureurs pour leur demander les prix. Donc on envoie en fait votre profil de potentiel assuré. Et les assureurs répondent avec les tarifs associés qu'on vous affiche en live en direct. Donc ça, c'est la page de prix. Alors, je suis ici pas pour parler de l'effuré, mais pour parler de Spark. Et nous, Spark, ça a commencé un peu en mode lune de miel, donc petit coucher de soleil sur la mer, sur la plage, tout ça. Et du coup, Spark, c'est un système de calcul distribué, donc clusterisé, général, qui est très performant. Il y a des API dans plusieurs langages, donc il y a Java, Scala, Python et R. Et il contient un moteur d'optimisation interne. On va le voir plus loin. Donc il y a plusieurs sections à Spark. Donc il y a Spark Core, qui est le cœur du machin. Il y a Spark SQL, qui vous permet de requêter avec un langage SQL le back-end Spark, donc faire du SQL distribué. MLlib pour faire du machine learning. Graphing pour le processing de graphes et Spark Streaming pour faire du micro-batching. Donc Spark fait pas du real-time, il peut faire du batching ou du micro-batching. Mais en choisissant la taille de la fenêtre, on peut arriver assez proche du micro-batching très court. Et du coup, quand on voit Spark et ses fonctionnalités, on se dit c'est cool. Et le micro ne marche plus. Et le micro remarche. Il ne faut pas que je bouge trop en fait. Ça doit être branché derrière. Et du coup, en fait, c'est très simple de démarrer avec Spark. La manière dont moi j'ai commencé à tester, c'était une formation Databricks, donc sur un notebook, tout simplement. Et en fait, c'est sur le cloud. Donc, vous voyez, c'est community.cloud.databricks.com. En fait, un notebook, c'est assez connu dans la communauté des data scientists. Donc, ça vous permet d'écrire du code, d'écrire du texte et de présenter les datas d'une manière qui est intéressante pour l'utilisateur final qui veut lire votre rapport. Donc, dans ce cas-ci, en fait, en haut, vous voyez, il y a du code Spark écrit là. Et après, il y a un tableau de données affichées. Et en fait, sur le notebook Databricks, vous pouvez démarrer des instances sur AWS pour lancer sur un vrai cluster Spark ce que vous écrivez dans le notebook. Donc en fait, c'est super simple de démarrer, mais du coup, ça vous oblige, dans un notebook, à utiliser le langage Scala, parce qu'il n'y a pas de notebooks qui sont disponibles en Java. Du coup, le notebook vous permet d'écrire des commandes dans un read-eval loop. Donc en fait, ça va stocker vos variables, ça va vous permettre de réexécuter les mêmes commandes et d'avancer dans vos traitements. Ça vous permet de l'exécution, le sortir dans un format présentable. Donc pour les data scientists, c'est intéressant parce que pour un use case précis, ça vous permet d'afficher les datas dans un format HTML.
de faire des graphiques, de faire des tableaux super facilement, démarrer des instances à la volée, ça c'est chez Databricks. En fait, c'est vachement cool. La porte d'entrée pour commencer à utiliser Spark, elle est simple d'accès, c'est-à-dire c'est facile de démarrer avec Spark. Donc chez nous, en fait, on avait déjà des cas d'usage de près, et on s'est dit que Spark, c'est plutôt un bon candidat pour réussir à les mener à bien. Donc on est en train de migrer vers une architecture lambda, donc ça fait un bon candidat pour faire du traitement en micro-batching sur le speed layer, et aussi dans le layer carrément de batching, parce que ça nous permet d'écrire des traitements qui sont très concis en termes de code, mais qui font beaucoup de choses. On peut faire des extracts de performance sur des KPI, ce genre de trucs. On peut utiliser Spark Streaming pour faire de l'alerting métier. On peut utiliser MLlib pour trouver les questions tarifantes, donc ça c'est intéressant. Les assureurs, c'est une boîte noire. Quand on leur envoie des data, ils nous renvoient un prix et on ne sait pas quelles questions chez nous sont tarifantes chez eux. Et du coup, on peut utiliser du machine learning pour trouver ces questions-là. Et d'autres cas d'usage. Le problème, c'est qu'on n'est pas des développeurs Scala. Donc, en l'occurrence, le mec qui est juste à côté de moi, où je bosse, s'appelle Andrei, et lui, il est développeur Scala, il n'aime pas du tout cette slide. Mais le truc, c'est que notre tooling, notre équipe de dev, on est tous des développeurs Java, on a typiquement qu'un seul langage qu'on utilise. Et du coup, on a envie d'utiliser l'API Java pour Spark. C'est aussi, l'autre raison, c'est que les notebooks, c'est pratique, mais c'est pas industriel. Donc, en tant que développeur Java industriel, qu'est-ce qu'on cherche à avoir? En fait, on veut avoir de la versionnement de code, donc qui n'est pas disponible dans les notebooks ou pas aussi bien que dans Git. Donc, versement du code dans Git, donc dans le tooling existant. On va avoir l'intégration continue dans Jenkins. On va avoir des tests unitaires avec JUnit. On veut réutiliser notre code base, donc ça c'est intéressant. Donc à partir des datasets qu'on a, on veut en donner de la signification au niveau métier. Donc on veut réutiliser par exemple nos Java Beans de notre domaine modèle, on veut réutiliser nos fonctions, nos traitements de notre code base. Et ça c'est à travers des user-defined functions dans Spark qu'on va pouvoir le faire. Et on est des devs, donc on a envie de lancer nos traitements Spark directement à partir de notre IDE. Et donc c'est les points qu'on va couvrir aujourd'hui sur Spark. Donc comment ça se passe dans la vraie vie? Donc, petit coucher de soleil sur la montagne. La première étape, c'est d'ajouter la dépendance dans Maven. Donc vous ajoutez Spark Core tout simplement en version 2.2. La petite subtilité, c'est qu'en fait, il ne faut pas oublier que Spark s'écrit en Scala. Donc en fait, il y a la version de Scala de la compilation qui rentre en compte. Donc ici, c'est la version... Est-ce que vous voyez mon curseur? Ouais, vous voyez mon curseur. C'est la version 2.11 ici. Donc ça veut dire qu'il faut utiliser cette version de Scala aussi sur votre cluster Spark. Sinon, les traitements que vous écrivez sur votre machine et que vous envoyez au cluster ne sont pas sérialisés avec la même version et ça peut poser problème. Ce qu'on va voir aujourd'hui aussi, c'est l'API DataFrame. On va voir ce que c'est tout à l'heure. Il faut aussi ajouter le package SQL. Et du coup, c'est organisé comme ça. Donc en bas, vous avez Spark Core, par-dessus, il y a le DataFrame API qu'on va utiliser aujourd'hui, et vous avez plusieurs briques qui correspondent plus ou moins à des dépendances supplémentaires à ajouter en termes de dépendances Maven. Donc vous avez Spark SQL, Spark Streaming, MLlib, Graphics, donc c'est des trucs dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on ne verra pas aujourd'hui par contre. Du coup, il y a tous ces langages qui vous permettent d'accéder aux API. Chez nous, on a un cluster Cassandra qu'on utilise en production. Du coup, là, il y a le driver Cassandra qu'on utilise aussi pour Spark, et aussi le driver MySQL, parce qu'on a aussi une base de données MySQL. Alors, un peu de code. Le point d'entrée est Spark Session. Vous allez voir beaucoup de documentation sur Internet avec le point d'entrée Spark Context. Donc ici, on parle de Spark 2.0 et plus. Donc en fait, le nouveau point d'entrée, c'est Spark Session. La seule différence, en fait, c'est que Spark Session va vous retourner des data frames. Donc en fait, on utilise le data frame API, qui est un peu la nouvelle API de Spark.
Si vous utilisez Spark Context, ça va fonctionner aussi, mais vous n'allez pas récupérer le même type de dataset. Vous allez retrouver des RDD qu'on verra plus tard. Donc le seul paramètre qui est nécessaire, c'est ici, master. En fait, ça lui donne l'endroit sur quel cluster Spark il doit se connecter. Donc là, je me connecte à un cluster local. Donc en fait, c'est pas vraiment un cluster. Donc c'est juste sur la même JVM, il y a Spark qui va démarrer automatiquement en même temps que ce programme-là. L'étoile, ça veut juste dire un thread par cœur. Ça va donner la quantité de threads. Du coup, j'ai fait le mail le plus petit que je pouvais faire. Donc j'affiche un data frame qui est vide. Donc ça, c'est pour le point d'entrée. Et du coup, la machine qui instancia Spark Session, donc le code qu'on avait juste avant, on l'appelle le driver. Donc c'est la partie gauche du diagramme que vous voyez là. Et l'autre concept dans Spark, c'est les workers. Et du coup, on peut démarrer un nombre X de workers. Et en fait, le cluster manager va communiquer avec les workers pour, entre autres, envoyer le jar, donc en fait le contexte d'exécution, parce que le code de traitement sera exécuté sur les workers, qu'on peut appeler aussi exécuteurs. Donc on voit ici, il y a des tâches. Les tâches, ça correspond plus ou moins à des threads, donc c'est la partie multithreadée de Spark. Et chaque worker a aussi un cache. Donc à partir du moment où vous calculez quelque chose sur un worker, vous pouvez aussi le persister en mémoire si vous savez que vous allez réutiliser le même dataset plus tard dans le temps. Du coup, quand vous lancez Spark, vous le lancez en deux modes, donc soit local ou soit standalone, qu'on peut appeler cluster. Aujourd'hui, on va voir que le mode local. Donc en local, vous avez un driver et un worker sur la même JVM. Et la différence notable avec standalone, c'est qu'en fait, les workers sont sur des JVM séparés. Donc c'est un peu particulier parce que vous écrivez le code en un programme Java, mais en fait, il y a certaines parties qui vont aller s'exécuter sur les workers. Ça veut dire que vos classes doivent être sérialisables, ça veut dire que les datas doivent être sérialisables. Et du coup, vous n'avez pas le problème en local. Vous avez moins le problème en local, parce que vu que c'est sur la même JVM, la sérialisation, Spark n'est pas obligé de la faire. Donc quand vous testez, c'est bien de tester en standalone aussi. Et du coup, il y a un cluster manager, donc vous pouvez utiliser plus ou moins n'importe quel cluster manager, donc Mesos, Yarn, peu importe. Et il y en a un qui est livré avec Spark, qui s'appelle Standalone, super bien nommé. Et en fait, c'est ce machin-là qui va permettre, en fait, qui va prendre le jar et qui va les rendre disponibles pour les workers. Et ça veut dire aussi que quand vous écrivez votre code Java, quand vous êtes dans du code worker, vous n'avez pas accès aux variables du driver. Mais par contre, Java, il ne va pas vous le dire parce que c'est un programme Java normal. C'est juste que Spark, il va pas apprécier. Alors ça, c'est un personnage qui s'appelle Blindar, qui est un personnage de Les Furets, qui est l'assureur pas gentil. C'est le chat pas gentil. Alors, qu'est-ce que ça donne chez nous? Et si on faisait un truc simple, donc je vais faire une petite démo, donc c'est trouver la moyenne des prix par formule pour un assureur. Donc j'ai préparé un dataset, par contre j'ai rien ouvert encore. Il faut attendre qu'IntelliJ démarre. Est-ce que c'est le bon projet? Ouais, c'est le bon projet. Alors j'ai fait un extract d'une table de tarifs. Donc j'ai changé un peu les noms des assureurs. J'arrive, c'est le mode de présentation. Encore plus grand? Bon, ça passe. Alors, il y a plusieurs colonnes, donc un ID, date, time, module, donc on va rester en auto. La formule qui est définie par un index. On va la transformer plus tard en quelque chose de plus métier, je dirais. La prime qui est un double et l'assureur, donc qui s'appelle mon super assureur. Qu'est-ce qu'on cherche à faire ici? Donc on cherche à faire du traitement de données là-dessus. Donc je crée un nouveau programme Spark. Et j'écris Brescamp sans Bill H. Brescamp. C'est quoi la première chose à faire?
c'est de créer une Spark Session. Ouais, c'est pas très grand en fait. Ça change pas grand-chose. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Alors, thème Dracula. Mettre intelligent, ouais. Mieux. Je peux même grossir encore, hein. Putain, soyons fous. Présentation. Appearance, machin, clac. 36, bam. J'ai l'impression que ça change rien en fait. On voit? Allez, c'est parti. On récupère un Spark Session, donc il y a un builder sur la classe. Le seul truc que j'ai besoin de donner, c'est le master, donc en fait à quel cluster Spark il veut se connecter. Donc je mets local. Et du coup, il va démarrer pour moi le mini cluster en local, qui peut avoir un cluster en l'occurrence. Et du coup, je fais un petit mail comme ça. Je vais juste m'ajouter une classe utilitaire ici. Spark, non. Runner. Alors, du coup, qu'est-ce que c'était notre exemple? La moyenne des prix par formule pour un assureur. Du coup, mon point d'entrée, c'est Spark. Et j'utilise une méthode qui s'appelle read pour lire des data. Qu'est-ce que je vais lire? Je vais lire le CSV. Donc, j'ai déjà préparé le chemin vers le CSV que je vous ai montré tout à l'heure. Et du coup, je vais rajouter des options aussi. Ça va être read.option. Rajouter des options. Donc je vais lui dire essaie de trouver quel est le type de données des colonnes. Et je vais lui dire aussi, il y a un header. Donc en fait, la première ligne, c'est le nom des colonnes. Déjà, on va voir ce que ça donne. Print csv.show. Donc c'est en train de démarrer Spark, super. Et du coup, on voit en fait, et ça c'est vachement intéressant, du coup déjà il a, donc là j'ai imprimé le schéma en haut, donc il a récupéré le nom des différentes colonnes, mais surtout il a réussi à me trouver le type. Et ça c'est vraiment pas mal, hein. Surtout pour la colonne prime. En fait on va vouloir faire une moyenne là-dessus, donc en fait de savoir que Spark reconnaisse que c'est un double, c'est plutôt une bonne chose. Donc après, j'ai juste imprimé un extrait des données, on voit qu'ils sont bien parsés. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en premier? On va commencer par filtrer, en fait, sur l'assureur qu'on cherche à avoir. Donc, on fait un filter, et si on regarde les paramètres possibles, on peut passer un truc qui s'appelle un filter fonction. En passant un filter fonction, on récupère une row, et il faut qu'on retourne un booléen, donc on pense Java 8, stream, un peu la même genre d'API. Donc, sur la row, on va récupérer une valeur de type string sur la méthode getAs. Et le field qu'on va aller chercher, c'est formule. Donc là, si je reviens là, en fait, on va aller chercher cette colonne-là et cette valeur-là. On va filtrer sur, j'ai plus de place, equals, mon super assureur. Donc là, je viens de filtrer seulement l'assureur qui m'intéresse. On est en Java 8, donc en fait, on peut utiliser le lambda. Donc ça me permet de passer tout simplement de lambda comme ça. Qu'est-ce qu'on cherche à faire ensuite? Ce que j'aimerais avoir, c'est la moyenne de prix par formule. Donc la prochaine opération pour faire ça, c'est de grouper. Qu'est-ce que group by prend? Il prend un nom de colonne. On va lui donner la formule. La formule. Et du coup, group by, ça retourne un objet intermédiaire qui s'appelle
qui est un objet d'agrégat en fait, sur lequel vous devez faire une agrégation. Du coup, aggregate, et je lui passe quel type d'agrégation. Donc il y a une classe qui s'appelle functions, qui est probablement votre meilleur ami en Spark, qui est un paquet de fonctions vachement utile pour faire du traitement de données. Donc sur functions, j'ai un truc qui s'appelle average, et je lui passe la colonne sur laquelle elle va s'exécuter. Donc c'est la colonne prime, c'est le prix de l'assurance, quoi. Voilà, donc je fais l'agrégat là-dessus, et on va voir ce que ça donne. En fait, c'était l'exemple d'avant. Non, effectivement, c'est la colonne assureur. Merci. Group by formule, ouais, c'est bon. Le reste, ça devrait être bon. Merci. Je sais pas qui. Du coup, on a bien notre agrégat par formule. Par contre, on se retrouve encore avec des 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas super intéressant en termes métier. Donc en fait, on veut brancher notre extract de code avec notre code base actuelle. Donc en fait, il y a un machin qui s'appelle des UDF, donc c'est des User Defined Function, et je peux en créer une nouvelle. Donc je vais l'appeler Readable Formule, en bon français, hein. Readable Formule, qui prend, du coup, c'est User Defined Function, hein, UDF 1, parce que ça prend un paramètre. Donc ça va prendre en entrée un int, et ça va produire en sortie le nom de la formule qui correspond à ce int-là. Et du coup, j'ai déjà préparé un truc qui s'appelle formule mapper avec un magnifique switch case. Et du coup, qui prend un int et qui retourne le string. Donc en fait, je vais juste faire formule mapper.aString, le int. Et du coup, vu que c'est Java, il n'est pas content parce qu'il n'a pas le type de retour. Il faut mettre des types partout. Du coup, il me demande quel est le type de retour. Je lui dis string type et ça lui permet de valider est-ce que le UDF1 c'est bien le bon type. Et du coup, on peut utiliser une lambda, on peut utiliser une méthode référence. Donc si je rappe un peu mon code pour que vous voyez, ça donne ça. Donc 3 arguments, le nom de l'UDF, le traitement de l'UDF et le type. Ça, vous le faites une fois, genre au démarrage de votre cluster Spark. Et du coup, après, ça nous permet de l'utiliser. Donc notre agrégat, en fait, on veut utiliser un truc qui s'appelle with column, donc il nous permet soit d'ajouter une colonne ou d'en remplacer une. Donc là, je vais carrément la remplacer. Donc la colonne formule. Il faut utiliser call UDF, readable formule, par le nom. Il faut lui dire aussi sur quelle colonne ça va s'exécuter. Call. Et ça va s'exécuter sur formule aussi. On va breaker là. Clac. Et du coup, dernière étape, on va faire un order by sur average. Du coup, ça me permet de vous montrer que vous pouvez renommer avec le as average. Et je fais order by et je vais faire un descending pour avoir les plus élevés en premier var average. Mes méthodes sont super bien nommées. Clac, show. Et du coup, c'est bien ordonné par average, donc la première ligne, c'est la plus élevée. Et du coup, mon UDF a bien été exécuté, donc ma formule la plus chère, c'est la touriste de luxe. Voilà. Donc ça donne une petite idée de l'utilisation de l'API en Java. Est-ce que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais montrer? Ouais, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui s'exécute sur le worker et qu'est-ce qui s'exécute sur les drivers? Il faut comprendre que toutes les opérations que vous avez vues jusqu'à la dernière, elles sont lazy. Donc, pensez stream en Java 8, tant que vous ne faites pas d'opération terminale, il ne se passe rien. Donc,
Non seulement ça, mais en fait, le code qui est en bleu, il s'exécute sur le worker, et en fait, il n'y a que le code en orange qui va s'exécuter sur le driver. Donc, qu'est-ce qui s'exécute sur le worker? Le filtre. Donc, en fait, les data sont chargés dans les workers et sont filtrés sur les workers. Le group by est aussi fait sur les workers. L'agrégat aussi. Le call UDF aussi. La seule chose qui est exécutée sur le driver, en fait, c'est le show. C'est le moment où on va rapatrier les données sur le driver, et l'opération terminale, c'est important de ne pas rapporter trop de données parce que vous pouvez exploser la mémoire de votre driver. Et c'est important de comprendre aussi que parfois, quand vous écrivez, et même c'est une bonne pratique, vous écrivez des workers en fait. Donc quand vous faites thedataset.write sur, par exemple, dans un fichier CSV, en fait, c'est les workers qui vont écrire sur disque. Donc après, il faut aller récupérer le fichier, machin. Mais c'est une bonne pratique de faire comme ça. Et du coup, entre les étapes, en fait, entre filter et goodbye, c'est possible que Spark doive déplacer des datas. Avant d'envoyer le traitement, il a déjà le plan d'exécution. Donc parfois, il fait des optimisations pour déjà pré-envoyer les datas aux bons endroits, parce qu'il peut éventuellement savoir quels sont les clés groupements. Mais du coup, cette opération-là, ça s'appelle du shuffle. Donc c'est le moment où Spark, en fait, entre les étapes du worker, tiens, on le voit à la slide suivante, il va échanger des données entre les différents workers. Donc là, on voit une petite partie d'un job. Donc il y a plusieurs étapes. Donc c'est les stages, donc c'est les étapes verticales, ça va de gauche à droite. Et du coup, à droite, à quelque part, là, il y a un shuffle de hash join, et du coup, qui prend en entrée deux étapes précédentes. Et du coup, il y a un exchange au début. En fait, Spark a dû faire du shuffle, donc il a dû déplacer entre les workers des datas. L'optimisation du plan d'exécution de Spark est basée sur la minimisation du shuffle, et éventuellement la minimisation des temps de calcul qu'on pense avoir. Alors j'ai parlé de dataset, je n'ai pas introduit ce que c'était. Donc la classe dataset, on l'appelle dataframe. Donc en Scala, il y a une alias de dataframe. Donc en fait, il y a une vraie classe dataframe. En Java, vous ne l'avez pas. Vous avez que la classe dataset. Et on appelle un dataframe un dataset typé génériquement avec row. Donc en fait, on dit que le dataset, il est non typé. En fait, il est typé row. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un dataset de row, en fait, la classe row, en fait, c'est le dataset qu'il a, mais il y a un schéma associé. Et c'est le schéma que vous avez vu tout à l'heure, que j'ai imprimé. Donc le schéma, c'est les colonnes nommées et un type associé à chaque colonne. C'est ce qu'on voit sur cette slide-là, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a des questions là-dessus jusqu'à présent? J'y viens juste après. Il y a des avantages aux deux, en fait. Et du coup, si vous utilisez Spark SQL, vous utilisez les data frames aussi, et dans les deux cas, ça passe par un truc qui s'appelle Catalyst, qui est l'optimiseur de plan d'exécution de Spark. Donc en fait, vous avez Spark SQL, ou DataFrame API, en fait, qui va charger de sources de données, c'est à gauche là, et les deux, ça passe dans un truc qui s'appelle l'optimiseur Catalyst. Et en fait, ça va générer un truc qui s'appelle des RDD. Donc, en fait, les RDD, c'est la plomberie interne de Spark que vous pouvez aussi manipuler vous-même. Mais du coup, cet optimiseur-là prend les data frames et les optimise en RDD. En fait, les RDD, c'est l'ancienne API. Le concept supplémentaire qui est intéressant, c'est que le dataset typé, donc maintenant, on n'a plus un dataset de row, on a un dataset de questions. C'est là où on l'appelle vraiment dataset et plus vraiment dataframe. C'est qu'en fait, vous pouvez typer votre dataset avec votre domaine métier. Donc nous, on a une classe qui s'appelle question. On a des datas qui sont associées à cette question-là. Quand on récupère les datas, on peut le mettre dans notre Java Bean qui s'appelle question. Donc modulo de la conversion, mais en gros, l'idée, c'est d'avoir un vrai type pour contenir nos datas. Là, on n'est plus sur un row qui a un schéma. On est sur des vrais objets métiers. Donc là, on répond à la condition qu'on avait au début de la présentation, où vraiment, avec les UDF, et avec ça, on peut vraiment lier notre code Spark à notre code métier. Du coup, comment on récupère un dataset typé question? En fait, data ici, c'est un dataset de row, et on utilise la méthode as, on lui passe un encodeur, il suffit de passer la classe. Il faut que la classe soit sérialisable, parce qu'après, l'information va transiter
dans le type question. Du coup, je vous ai parlé de RDD brièvement, de DataFrame et de dataset. Donc, en termes de temporalité, donc Spark a commencé qu'avec des RDD en 2011. Ils ont rajouté l'API DataFrame en 2013 et l'API Dataset en 2015. À partir de 2013, un peu après, ça devenait intéressant d'utiliser les langages comme Java pour utiliser Spark, parce qu'en fait, les optimisations de performance rendaient la performance à peu près semblable à celle d'un usage Scala de base. Et du coup, qu'est-ce que c'est les RDD? En fait, vous pouvez l'utiliser, donc vous pouvez utiliser que l'API RDD si vous voulez, et pas du tout l'API DataFrame. Mais pour moi, je considère que c'est un peu les composants internes de Spark, parce qu'en fait, vous récupérez des tuples et vous n'avez pas nécessairement de schéma pour vos colonnes. Et ça devient relativement galère à traiter, et surtout en Java, vous récupérez des tuples 15 pour une ligne en fait, de vos datasets, et c'est relativement difficile à gérer. Le truc, c'est que sur les RDD, il y a certaines fonctionnalités qui sont pas disponibles sur les data frames, entre autres partition by pour changer la clé de partition sur les workers. Et dans le driver Cassandra, on a les jointures entre tables. Il n'y a pas de jointure dans Cassandra, mais il y en a dans Spark. Et il faut utiliser les RDD pour le faire. Donc la conversion entre les deux est assez simple. Donc sur domain data, qui est un data frame, vous appelez la méthode RDD ou Java RDD, donc c'est un peu subtil, ça vous retourne un objet dont les méthodes sont, comment dire, qui ont été écrites pour Java, quoi. Donc c'est moins complexe d'usage que la classe RDD tout court. Et ensuite, la conversion inverse, c'est spark.createDataFrame. Vous lui passez votre RDD, vous récupérez un dataframe. Ce qui est important de comprendre, c'est que les RDD n'ont pas de structure, donc il faut passer le struct type à chaque fois que vous faites la conversion inverse. Donc vous revenez dans le monde des dataframes. Le struct type, c'est le schéma que vous avez vu à la slide précédente. Un petit mot sur Catalyst, du coup, on l'a pas vu, je vais peut-être le faire si j'ai 2 secondes, je le ferai après. Du coup, il y a dataset.explain qui vous donne en fait le plan d'exécution, donc celui qui a été parsé, celui qui a été optimisé. Et du coup, ça c'est Catalyst qui le fait. Et en fait, il va générer des RDD Scala et ensuite il va les compiler à la volée. Et ça en fait c'est le résultat du projet Tungsten, vous allez peut-être entendre parler. Et il y a un truc qui s'appelle le All Stage Code Gen. Donc en fait le code que j'ai écrit c'était filter, aggregate, group by, machin. Et en fait tout ça c'est code généré en un bloc dans un gros loop. Et du coup c'est beaucoup plus performant que générer les différentes étapes séparément. Le gain perf entre RDD et DataFrame, il est d'environ un facteur 10 pour les langages type Python, en fait non Scala, quoi. Donc Python, Java, R. Et en Scala, on gagne environ un facteur 2. Donc c'est ce qu'il faut retenir en bas là, du graphique ici. Et du coup, est-ce qu'on arrive à faire des tests unitaires sur Scala sur Spark, pardon. Alors je vais vous faire une petite démo. Je vais exécuter déjà le plan d'exécution. Explain. Explain, true. Il me reste combien de temps? Alors ça ressemble à ça un plan d'exécution Spark. Du coup, vous avez celui qui a été parsé, donc le plan logique, et ensuite il l'optimise, et ça c'est le plan physique qui sera exécuté réellement sur votre cluster. Ça lit de bas en haut. Donc vous avez le scan CLV, le filter. Après vous avez un average partiel, average complet, éventuellement le sort qui est ici. Je ne vais pas aller plus en détail. Du coup, qu'est-ce qu'on cherche à tester? Je ne vais pas tester le chargement CSV parce que c'est pas intéressant. Du coup, je vais m'arrêter là. Donc, je vais rendre mon code testable. Je vais créer une méthode qui s'appelle average_prime, encore une fois en bon français. Je la mets public. Et du coup, je prends un dataset en entrée et en retour, je retourne l'average. Et du coup, je crée le test unitaire. Clac. Oui. Donc, before each,
Qu'est-ce qu'on cherche à faire en premier? On cherche à créer notre dataset. Donc en fait, la méthode à appeler, ça va être... il faut que je commence par créer mon Spark Context que je vais copier d'en haut parce que je suis paresseux. Spark. Créer data frame. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher comment est-ce qu'on va créer nos data tests? Donc en fait, il y a la méthode créer data frame ici qui prend une liste de quelque chose avec un struct. Il est là. Donc c'est une liste de RDD de row avec un struct type. C'est pas celui-là qu'on va utiliser, mais c'est pas très grave. L'idée, elle est là. Donc il faut qu'on crée déjà notre liste de rows. Donc on fait une liste. Il y a un truc qui s'appelle row factory qui nous permet de créer une row une row, quoi. Et du coup, je passe le contenu séquentiellement. Donc qu'est-ce que c'est la formule? La formule 1. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que je ne suis pas obligé de passer toutes les données, parce que mon traitement, il va utiliser que formule prime assureur. Hein, je n'utilise pas module et tout le reste. En fait, mon dataset, il peut contenir que ces 3 colonnes-là, parce que vu qu'il y a une structure et vu que les colonnes sont nommées, je n'ai pas besoin de toutes les passer. Elles ne sont pas juste par index. Donc là, je vais juste passer, ça c'est colonne formule. Après, j'ai colonne prime, donc je mets 100 €. Et il faut que je mette mon assureur ici. Du coup, je fais juste 3 rows. Hein. Donc je garde la même formule un peu moins chère, donc disons 80 €. Et encore un peu moins cher, mais pour la formule numéro 2. Donc ça va nous faire un dataset final de 2 formules. Et du coup, j'ai créé mon dataset. Il me reste à créer la structure du dataset. Donc un truc qui s'appelle struct field. Et struct field va donner le nom, donc formule prime et assureur. Je vais l'appeler formule. Du coup, on a 3 colonnes. Formule. C'est pas du tout ça qu'il faut que je fasse. Dans l'autre sens. Alors, pour la première colonne, il faut lui donner le nom de la formule, il faut lui donner le data type. Donc c'est un int, nullable, true, peu importe, et le reste c'est pas important. Metadata. On fait ça pour la prime, qui est un double, et on fait ça aussi pour assureur, qui est un string. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a la structure et la data, on crée notre data frame. Donc spark.createDataFrame, on passe rose et on passe un struct type, donc qui est en fait l'agrégation de nos struct fields. Du coup, ça c'est nos tarifs. Je les garde là pour qu'ils soient disponibles dans le test. Du coup, il reste à écrire le test et à voir si notre retour est bon. Qu'est-ce qu'on cherche à appeler? C'est breastcamp.averagePrime. On lui passe les tarifs et qu'est-ce qu'on a en retour? Nos tarifs average. Alors, comment on fait pour tester un dataset d'euros? Dans notre cas, il y a un truc plutôt pratique. En fait, on peut faire average.first parce qu'ils sont ordonnés. Du coup, on peut faire getAs comme ça et je vais tester la formule. Tiens, getAs, je vais récupérer formule. Assertion.average
assert equals. Qu'est-ce que je vais récupérer? Je crois que c'est tiers breed class, mais je ne suis pas sûr. Alors je teste, est-ce que la première formule en haut dans notre average prime, c'est celle que je m'attends, qui est du breedless. Cannot cast integer to double. J'ai passé des int, j'ai pas passé des doubles. Undefined function. Parce qu'en fait, j'ai jamais déclaré readable formule. Alors les tests y passent. Effectivement, la première formule c'est tiers bit class. Donc après, je peux faire une assertion sur le prix, par exemple, ici, ou ce genre de choses. Donc je ne le ferai pas parce que je commence à manquer de temps. Et il y a un autre truc que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, là j'ai testé le premier élément, mais si vous voulez faire un test unitaire plus poussé, il y a des méthodes qui sont disponibles, donc entre autres take ou take as list, donc qui vont vous retourner les énièmes nouveaux éléments. L'autre truc, c'est qu'en fait, vous pouvez tout simplement itérer sur le dataset. En fait, il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Ce truc, c'est que là, c'est un for each Spark, et du coup, ça va s'exécuter sur les workers. Mais il n'y a rien qui m'empêche ici de faire assertion et d'itérer sur tous les rows de mon dataset et de faire des assertions dedans. Ce truc qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, c'est de l'assertion distribuée, ça. Donc c'est l'assertion qui est exécutée sur les workers. Après, c'est pas dérangeant, d'autant que votre data il est déjà là-bas, donc vous pouvez faire l'assertion là-bas. Il y a une petite subtilité, si vous utilisez une classe anonyme comme ça, Spark ne pourra pas la sérialiser, parce que votre classe parente, elle n'implémente pas serializable, donc il faut utiliser les lambda dans ce cas-ci. Est-ce que j'ai tout vu? Ouais, c'est bon. Il y a des questions là-dessus? Ah. Ok. Ça vient de me déloguer. En fait, la session a craché. Carrément. Super. Normal, quoi. Clac. Il y a des questions là-dessus. Pas sur le crash, hein, mais sur le code qu'il y avait avant. Donc, on arrive assez facilement, au final, à faire des tests unitaires sur des datasets Spark, parce que c'est facile de les créer et c'est pas obligé on n'est pas obligé de refaire en fait tout dataset au complet. Je sais plus où je suis. Match de box, clac, clac, clac. Ouais, système programme. Alors, idéalement, ce qui est bien, c'est de démarrer les workers Spark au début des tests et d'utiliser les mêmes workers tout du long, quoi. Ça évite l'overhead que vous avez vu, donc ça démarre, vous attendez un peu. Et encore mieux, c'est bien d'avoir un cluster de tests qui est toujours démarré, mais surtout qui tourne en standalone, parce que là, j'ai démarré en mode local. Donc en fait, les workers et le driver sont sur la même JVM, donc on ne teste pas tous les cas de sérialisation possibles lors du déplacement des data entre les différentes JVM. Donc en mode standalone si possible.
Par contre, ça c'est un peu plus difficile à mettre en place, mais c'est pas très compliqué. Et juste pour le démarrage ici, pour gagner du temps, pour démarrer des workers Spark au début des tests, c'est assez simple, hein. Il vous suffit d'une rule d'unit ou d'une extension d'unit 5, qui sont d'ailleurs disponibles dans la code base que je mets à dispo à la fin des slides. Et du coup, déjà, ça vous permet de gagner des temps sur votre batterie de test. Et du coup, match final, est-ce qu'on arrive à utiliser Spark en Java aussi facilement qu'en Scala? Est-ce qu'on est limité en Java? Moi, je trouve que oui. Alors, j'aimerais vraiment avoir un read eval loop en Java qu'on n'a pas. En général, hein, mais aussi pour Spark. Du coup, pour prototyper, c'est un peu plus chiant. Vous avez vu, j'ai écrit du code, je démarre Spark en local, ça prend un peu de temps. Ce serait cool d'avoir un notebook où je peux exécuter et prototyper. Après, vous pouvez très bien prototyper en Scala, c'est la même API. C'est juste qu'après, vous devez transférer votre code vers votre langage favori. Donc il faut bien connaître l'API que je trouve personnellement mal documentée, pour une raison très simple, l'usage de Spark en Java n'est pas super répandu. Du coup, vous prenez blog post, ce genre de truc, c'est souvent du Scala en fait. Souvent du Scala et souvent pré-Spark 2.0, donc avec l'ancienne API. C'est facile d'emmener dans des implémentations trop verbeuses, donc on va le voir juste après. Mes premiers essais avec Spark ont été un peu verbeux. Et il faut passer des types partout. C'est un avantage comme un inconvénient. Donc, nous, on aime bien fortement typer notre code, donc on a entre autres des datasets typés. Mais du coup, ça veut dire que parfois, il faut passer des encodeurs pour permettre le déplacement, en fait, la sérialisation des données. Du coup, ça, c'est ma première implémentation d'un word count, qui est un peu le textbook word count qu'on écrit en Scala. Donc, en fait, on split sur les espaces sur chaque ligne. Et ensuite, on map un tuple, à gauche le mot, à droite 1, et après on somme sur la colonne count, qui est la colonne à droite en fait. Donc ça c'est le textbook word count, qui est honnêtement un peu verbeux. On voit qu'il y a pas mal d'overhead en fait. Ici, il y a des types qui devraient être inférés par le compilo Java, ce qui n'est pas le cas. Et ici, on a le fameux sérialiseur de type, qui ne sont pas nécessaires en Scala. Mais en connaissant bien l'API, en fait, on peut le réécrire comme ça. C'est un petit peu magique, parce qu'en fait, ici, les selects vont rajouter du contenu dans les colonnes, et en plus, ils vont rajouter des lignes. Donc ici, le premier select, il utilise split, ça va changer le type de la colonne en string vers array. Donc en fait, à l'intérieur, il va y avoir un array avec le nombre de mots à l'intérieur, qui a été séparé sur les espaces. Et ensuite, Explode va prendre cette colonne array-là et va la tourner, comme ça, pour créer des nouvelles lignes. Du coup, après, il suffit de faire un count pour récupérer un groupe by count, pour récupérer par mot le bon compte. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, mais il y a une classe qui s'appelle fonction, qui est en fait une classe Scala, qui contient pas mal d'utilitaires. Donc pour tout ce qui est select map, flap map, on a vu tout à l'heure une fonction d'agrégat, donc qui est average, qui est dans fonction. Il y a aussi colonne, descending, ascending, ce genre de truc. Et en fait, c'est un peu votre meilleur ami. Entre autres, split et explode, là, c'est dans le package function, qui est pas documenté en fait. En fait, la documentation fait référence de certaines fonctions dedans, mais en tant que tel, en soi, il n'est pas documenté. Donc effectivement, ce que je disais, c'est que les lambdas de Java 8, on est obligé de les caster. C'est un peu chiant parce que ces types-là, en fait, ils devraient être inférés par Javac. C'est un peu subtil, ça vient d'un problème de compatibilité entre le bytecode Scala et Java, qui a été réglé en Scala 2.12, mais en fait, Spark n'a pas encore intégré Scala 2.12, la compatibilité a l'air d'être un peu galère. Donc vous pouvez suivre les deux issues là, pour l'avancement du truc. Et du coup, finalement, je vous parlais des encodeurs, donc je ne l'ai pas montré en démo, mais sur certaines fonctions, il faut passer à la main les bons encodeurs pour que Spark connaisse les bons types.
Alors, ce dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, qui est intéressant à connaître dans Spark, donc c'est, entre autres, hein, il y a plein de trucs, mais Spark Streaming, hein, donc il y a une API semblable, qui est l'API des data frames. Ce qui est un peu dommage, c'est que c'est difficile de réutiliser du code entre les deux, qui est un peu plus difficile à utiliser en Java, personnellement, je trouve, cette API. Et aussi, donc nous, on utilise le Cassandra Connector ou HDFS Connector, peu importe. Et ces connecteurs-là, souvent, nous forcent à utiliser RDAD, comme je disais tout à l'heure, donc pour le partitionnement des données ou, dans notre cas, pour Cassandra, pour les jointures. Alors, en conclusion, face à la compétition, parce qu'il y a des compétiteurs à Spark, donc on parle de Storm, de Flink, même si MapReduce est un paradigme beaucoup plus réduit que Spark, qui peut faire plus de choses, c'est-à-dire dans le sens où le paradigme est moins fermé, c'est quand même un compétiteur à Spark. Moi, je trouve que Spark se démarque par une facilité d'utilisation et surtout une API en Java qui est intégrable facilement avec votre codebase. Et ça, c'est vachement puissant. Qu'on arrive à faire des tests unitaires sur Spark, c'est vachement cool et c'est super important. Et du coup, Donald Trump aussi, il valide. Java en Spark, c'est utilisable et ça fonctionne bien. Alors pour conclure, donc, ces slides et ce code sont disponibles sur le GitHub. Donc on a un projet qui s'appelle Les Furets Conférences. Donc il y a tout dessus, donc ces slides-là. Plus éventuellement les annotations JUnit pour démarrer le Spark Session au début des tests dont je parlais tout à l'heure. Et il y a aussi une série d'articles que j'écris sur notre blog technique, donc qui est sorti il n'y a pas longtemps, donc bisty.lesfurets.com/article, où je parle de Spark, donc de l'usage de Java en Spark. Donc il y a un article sur l'usage de base, sur les tests unitaires. Bientôt il y aura Cassandra aussi en plus. Voilà, ça fait 50 minutes que je parle, c'est la fin. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Dans l'exemple, vous voyez qu'on peut prendre du CSV, fichier CSV en entrée, ou d'après le élément. Est-ce qu'il y a d'autres types, est-ce que ça va supporter les streams, des documents? Bonne question. Alors, en fait, le cas d'usage, il y a deux cas d'usage les plus communs. C'est qu'il y a un back-end store quelconque, du style MySQL, Cassandra, HDFS, ce genre de truc. Donc du coup, il faut le connecteur correspondant. J'ai peut-être un exemple. Donc ça ressemble à ça avec Cassandra. Vous voyez quelque chose là? Non, peut-être pas. Du coup, on utilise aussi la méthode read, ici qu'on a vu tout à l'heure. Mais tout à l'heure, on faisait read.csv avec un connecteur autre. Donc on fait le format, on ajoute éventuellement des options, donc c'est pour la table et les keyspace. Et après, on fait load et ça récupère le dataset correspondant. Donc ça, c'est pour Cassandra. Tu me demandes string, je sais pas. Après, il y a JSON. Hein. Il y a un type de format JSON. Il y a un type de format CSV qu'on a vu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je l'ai là. Parquet. Alors, j'ai entendu. Qui a dit parquet? Super. Alors, j'ai pas du tout parlé de Parquet. Et Parquet, c'est un format qui est vachement puissant. Elle est où cette slide? Elle est là. Je sais pas si je l'ai mis. Non, je l'ai pas mis. En fait, Parquet, c'est penser CSV. Donc, c'est un. Bon, Parquet, c'est un format orienté colonne hein, avec les types intégrés dans le format. Et surtout, c'est un type optimisé pour la haute performance. C'est très utilisé dans Spark, entre autres pour sauvegarder des résultats intermédiaires. Donc vous faites un traitement quelconque, vous avez votre parquet, vous l'écrivez sur disque à travers les workers, et ça vous permet plus tard de recharger facilement le même traitement.
C'est un format qui est super pratique, donc ça c'est aussi un autre format qui est supporté par Spark. Et du coup ici vous en voyez d'autres, donc vous avez Elasticsearch, PostgreSQL, HBase, etc. Ça répond à la question. Normalement, oui. Après, quand il y a des trucs écrits en Scala, normalement, c'est galère à utiliser en Java, mais c'est techniquement possible. Après, si on prend le connecteur Cassandra, comme exemple, en fait, il est packagé pour être utilisable en Java. Donc, en termes de... Je sais pas si il est là. Donc, en fait, on voit, c'est le même type d'import. Donc, en fait, il a été compilé avec Scala 2.11. Et du coup, celui-là, on sait qu'il est utilisable en Java. Et non seulement ça, mais en fait, sur... bon là, je ne l'aurai pas, mais en fait, livré avec le connecteur Cassandra, il y a des utilitaires spécifiques pour Java. Donc en fait, des utilitaires de conversion, entre autres, qui permettent de faciliter les choses. Après, il y a certaines syntaxes qui sont beaucoup plus verbeuses en Java. Et c'est dû probablement à la manière dont les drivers sont implémentés. Les connecteurs sont implémentés. Merci à tous.